Mais on va reprendre maintenant avec la présentation de David Lévesque, qui est donc un ingénieur, programmeur au CEAM. Puis je pense qu'il va nous faire des démonstrations bien concrètes aujourd'hui d'artefacts qu'on peut voir dans le G, puis comment ça a des impacts sur l'analyse spectrale. Ou non, c'est des filtrages. Excuse-moi. Hey boy! Je suis en train de me dire que j'ai fait la mauvaise présentation. Non, c'est Karine qui va nous montrer ça. Donc, qui va nous montrer comment on peut, des applications concrètes de l'analyse spectrale avec les filtres. Exact. All right, parfait. Donc, ce ne sera pas long. Ah, c'était juste un test pour voir si tu étais nerveux là, de mettre le mauvais titre à ta présentation. Merci. OK, donc, comme Nadia a dit, je m'appelle David Lévesque, je suis développeur au CEAMS. Et puis, je vais parler des filtres et le sommeil. Petit avertissement, ce matin, j'ai des problèmes de connexion. Si je disparais subitement, je vais revenir dans quelques minutes. Pendant ce temps-là, Karine et Jean-Marc vont pouvoir répondre à vos questions si vous en avez. Jusqu'à présent, ça a l'air d'être stabilisé, donc ça devrait bien être. Donc, on commence. Objectif de la présentation. Donc, l'objectif de la présentation, c'est de comprendre le texte suivant. C'est un texte qui a été extrait d'une étude qui a été faite au CEAMS par Nicolas Martin, Marjolaine Lafortune, etc. Et puis, je vais vous laisser quelques secondes pour la lire. Donc, on parle de plusieurs choses. On a des fréquences, on parle de phase linéaire, on a du Finite Impulse Response, moins 3 dB. Si votre compréhension s'arrête au mot data, vous êtes à la bonne place. Fait qu'on va essayer de démystifier tout ça. Donc, pour commencer, je vais parler d'un filtre qui a été très utilisé dernièrement, qui était quand même très populaire à cause de la COVID. C'est la moyenne mobile. Donc, la moyenne mobile, on utilise ça pour avoir pour nous donner c'est quoi la tendance présentement, faire abstraction des variations journalières, puis d'avoir la tendance au niveau d'un signal quelconque. Dans ce cas-ci, c'est au niveau des cas. Ce que vous voyez présentement, c'est les cas de COVID, la deuxième puis la troisième vague. Chacune des barres correspond aux valeurs journalières et puis la ligne par-dessus, c'est la moyenne mobile, puis on voit que ça adoucit beaucoup le signal. Okay? Donc, comment ça fonctionne, cette moyenne mobile-là? Ce qu'on va faire, c'est que puisqu'on fait une moyenne mobile sur 7 jours, la première étape, c'est qu'on va prendre une fenêtre de 7 jours. En bas, ce que vous voyez, c'est la moyenne qu'on va effectuer sur cette fenêtre-là. Donc, chacune des valeurs, là, 907, 919, 958, correspond à chacune des barres de notre fenêtre. Ensuite, on va les multiplier, chacune de ces valeurs, par un coefficient, parce qu'il y a deux façons de faire une mobile, là, une moyenne. Soit que tu fais ta somme puis tu divises par 7 par ta valeur après, par 7, ou bien tu fais une somme pondérée, puis la pondération, c'est 1 sur 7 pour chacun de tes éléments. C'est complètement équivalent. C'est juste que quand on parle de filtre, c'est plus pratique de parler de somme pondérée, parce que pour les autres filtres, la pondération va être différente. Donc, on fait la moyenne de toutes ces 7 valeurs-là. Ça nous donne 830, puis 830, ça correspond à ce point-là. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est une moyenne mobile. Donc, le côté mobile, c'est qu'on va déplacer la fenêtre de un échantillon. On va reprendre nos 7 valeurs, on va refaire la moyenne, ça va nous donner une nouvelle valeur qui est 912, qui correspond à ce point-là. Et puis, on va continuer comme ça sur tout le long du signal. Comme ça. Donc, je vais faire une petite démonstration sur tout le signal, à quoi ça ressemble. Donc, ici, j'ai les cas de COVID au Canada pendant tout le long de la pandémie. Là, je vais arrêter de parler de COVID après. C'est le seul moment que je vais en parler. Je sais que tout le monde est un peu tanné d'entendre parler de ça. Donc, on voit qu'il y a beaucoup de fluctuations dans le signal. Okay? On voit les trois vagues là, de façon très claire. Donc, je vais partir le filtre ici. Donc là, ce que vous voyez se promener, je vais le faire avancer un petit peu. Oh, jusqu'ici. OK. Donc, les deux barres oranges, ça correspond à la fenêtre qu'on utilise. La fenêtre de 7 jours, c'est entre les deux barres oranges qu'on voit, c'est notre fenêtre glissante. Le signal qui est filtré, c'est le signal orange. Et puis, la valeur qu'on est en train de calculer présentement par rapport à la fenêtre qu'on regarde, c'est le point, le rond orange. Donc, à chaque fois que je me déplace ma fenêtre, je calcule ce point-là et puis je le déplace comme ça jusqu'à la fin. Là, on s'en va jusqu'à la fin comme ça. Donc là, on voit notre signal maintenant, au lieu d'avoir un signal qui a beaucoup de variance, qui a beaucoup de haute fréquence, c'est un signal qui est beaucoup plus adouci. Ça correspond à la tendance des cas de COVID sur tout le long de la pandémie. Donc, maintenant que vous savez ça,
tous les filtres qu'on dit, les filtres à réponse impulsionnelle finie, fonctionnent exactement comme ça. Les différences qu'il va y avoir, c'est à deux endroits. Premièrement, les différences qu'on va voir, c'est au niveau des coefficients qui sont utilisés pour faire la somme pondérée. Première différence. Puis la deuxième différence, c'est la taille de la fenêtre qu'on va utiliser. La taille de la fenêtre qu'on utilise, la fenêtre glissance, correspond à l'ordre du filtre. Donc, plus l'ordre est grand, plus la taille de la fenêtre est grande. Plus précisément, l'ordre du filtre, c'est la taille de la fenêtre moins 1. Mais c'est un détail qui n'est pas très important. Maintenant, les coefficients du filtre, quand on fait une moyenne, c'est facile de trouver c'est quoi les coefficients. Si je fais une moyenne sur 14 jours, bien, chacun des coefficients, ça va être 1 sur 14. Si je fais une moyenne sur 30 jours, ça va être 1 sur 30. Donc, c'est très évident. Mais quand on fait d'autres types de filtres, comme qu'on va voir, c'est pas évident de savoir c'est quoi les coefficients. Et puis, lorsque vous lisez un article, on ne va pas vous dire nous avons utilisé un filtre d'ordre 100 et voici nos 100 coefficients qu'on va utiliser. Ça ne nous parle pas, ça ne nous dit absolument rien, puis ça ne nous aide pas. Puis, de toute façon, ce n'est pas comme ça qu'on design le filtre non plus, ce n'est pas à partir des coefficients. Là, je vais faire une petite parenthèse par rapport à la moyenne mobile. En bas, ce que vous avez, c'est encore une moyenne qu'on fait. Là, les données que j'ai utilisées, ce n'est pas des données de cas. Moins 150 cas, ça n'a pas de bon sens. Mais c'est juste pour donner un exemple du comportement de la moyenne mobile. On voit que les valeurs que j'ai utilisées, il y en a qui sont basses, il y en a qui sont hautes, il y en a qui sont basses, hautes, basses, hautes, basses, hautes. Donc, c'est un changement qui est à plus haute fréquence. Donc, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Lorsque je fais la moyenne de ça, ça me donne une toute petite valeur, moins 23. Auparavant, en haut, lorsque j'ai fait ma moyenne sur des valeurs qui se ressemblent toutes, donc 950, entre 950 et 600, on voit que le résultat est quand même assez élevé. Ce que ça nous apprend, c'est que la moyenne mobile, ce qu'elle est en fait, c'est un filtre qu'on dit qui est passe-bas. Donc, ça laisse passer les basses fréquences, puis à partir du moment qu'on a quelque chose qui change rapidement, on l'ignore le plus possible. Donc, c'est un filtre passe-bas. On va voir, il y a plusieurs autres types de filtres dans un instant. Donc, lorsqu'on fait la conception d'un filtre, comment on fonctionne? Donc, il y a grosso modo 3 étapes. On va définir c'est quoi les propriétés qu'on souhaite avoir de notre filtre. Puis ça, c'est en fonction de la question de recherche qu'on a. Donc, peut-être qu'on veut voir les ondes delta, peut-être qu'on veut voir les fuseaux. Donc, dépendamment de ce qu'on a de besoin, c'est là qu'on va le définir. Ensuite, on va faire la réponse, la conception de la réponse fréquentielle. Je vais vous expliquer comment ça marche dans un instant. Puis une fois que ça c'est fait, on va aller chercher nos coefficients en utilisant la transformation de Fourier inverse. OK? Fait qu'on va passer à travers toutes nos étapes. Parlons un instant de la transformée de Fourier. Parce que c'est le nœud de la guerre. Transformée de Fourier, Jean-Marc en a beaucoup parlé aussi. Je vais vous en parler un peu aussi pour essayer de résumer qu'est-ce que c'est exactement. Donc là, sur ce graphique-là, en premier lieu, il y a un signal temporel qui est en rouge. Okay? Ce n'est pas un signal EEG en ce moment, c'est juste un signal qui monte puis qui descend avec des petites ondulations à l'intérieur. Mais ça pourrait être n'importe quel type de signal. C'est le signal qui est temporel. La transformation de Fourier, ce qu'elle fait, c'est qu'elle fait une décomposition en oscillations. Donc, ce que vous voyez derrière, c'est un paquet d'oscillations qui représente ce signal-là. Et puis, la façon que ça fonctionne, c'est que si, admettons que je veux savoir c'est quoi l'amplitude de mon signal temporel à ce moment-là, ici, c'est que je vais additionner l'amplitude au même moment de chacune de mes oscillations derrière. Je vais faire une somme, je vais les regrouper ensemble, puis ça va me donner exactement ce point-là. Et puis, ça fonctionne à n'importe quel moment. Si je veux connaître l'amplitude de celle-là, c'est la somme de chacune de mes oscillations derrière. Okay? Donc, on a pris notre signal et on l'a décomposé en un paquet d'oscillations. C'est complètement équivalent. Puis ça, c'est la transformation de Fourier qui nous permet de faire ça. Maintenant, représenter un paquet d'oscillations comme ça, visuellement, ce n'est pas super pratique. Fait que, à place qu'on va faire, c'est, puis on n'a pas besoin, à place qu'on va faire, c'est dans le fond, on va dire, ben, pour notre première oscillation, qui est dans ce cas-ci, par exemple, 0,25 Hz, on va décrire son amplitude. Donc, c'est l'amplitude de notre oscillation. Puis, c'est presque tout ce qu'on a de besoin pour définir cette oscillation-là. Un, son amplitude, puis deux, sa fréquence. Comme Jean-Marc l'a dit tantôt, il y a aussi la phase qui permet de déplacer l'oscillation dans le temps de gauche à droite, si on veut. Donc, c'est tout ce qu'on a besoin. Donc, on n'a pas besoin d'écrire, à chaque fois de dessiner nos oscillations comme ça. Tout ce qu'on a besoin, c'est de l'amplitude puis de dire à quelle fréquence que ça appartient.
avant d'aller là, maintenant, sur le schéma que j'ai présentement, je représente seulement 6 amplitudes, 5 barres, mais dans la réalité, il y en a une centaine. Il peut y en avoir une centaine, il peut y en avoir plusieurs centaines. Si je regroupe toutes mes barres ensemble, parce que j'en ai un paquet, vous pouvez vous imaginer là, un paquet de barres qui monte et qui descend ici comme ça, tout ensemble. Si à place de prendre des barres, je fais des points puis que j'y relie ensemble, ce que j'ai finalement, c'est une courbe. Okay? Mais il faut voir derrière cette courbe-là que ce que ça représente, c'est les amplitudes de chacune des fréquences qui composent ma décomposition en oscillation. D'accord? Donc là, sur la prochaine slide, donc oui, c'est ça, excusez-moi. Cette ligne-là que vous voyez, ce schéma-là ici, cette vision-là, c'est le spectre de notre signal. Okay? Quand je vous montre ça ici, c'est exactement l'image que vous avez ici avec la ligne bleue, c'est cette vue-là ici que vous aviez ici. Okay? C'est exactement la même chose. Donc, qu'est-ce qu'on a dans notre spectre ici? Qu'est-ce qu'on a là-dedans? On a sur la ligne des X, sur l'axe des X, on a les fréquences, donc chacune des fréquences qui sont représentées. L'axe des Y, c'est l'amplitude de chacune de ces fréquences-là. Dans le contexte d'un filtre, on va parler de l'atténuation. OK? Là, c'est en dB, c'est en décibels. Jean-Marc en a parlé un peu tantôt. Les décibels, on utilise ça pour le son, mais ce n'est pas juste pour le son. On peut utiliser ça pour plein d'affaires. C'est juste une échelle logarithmique. OK? Puis, ce n'est pas vraiment important de savoir comment on trouve notre décibel. Cette valeur-là, ce qui est plus important de savoir un peu, c'est ce que ça représente. Donc, lorsqu'on parle de 0 décibel, on parle qu'il n'y a aucune atténuation au niveau de notre fréquence. Il n'y a pas d'atténuation. 0 décibel, pas d'atténuation. Et puis après ça, à chaque fois qu'on descend de 3 décibels, donc de moins 3 décibels, ça veut dire que la puissance de cette fréquence-là, d'une fréquence particulière, elle a diminué de moitié de puissance. Sa puissance, elle a diminué de moitié. Par chaque atténuation de 3 décibels, on perd 50% de la puissance. Puis, ce qu'on appelle la fréquence de coupure, c'est la fréquence qui permet de délimiter la bande passante qui nous intéresse de notre filtre. Donc, à gauche ici, c'est notre bande passante qui nous intéresse. Donc, ça, ce que vous voyez en ce moment, c'est un filtre passe-bas. La bande passante, dans ce cas-ci, se retrouve environ de 0 à 60 Hz. Et puis, la fréquence de coupure, c'est la fréquence qui est identifiée à moins 3 dB. À partir de cette fréquence-là, les fréquences vont être beaucoup atténuées. Celle-là est atténuée à 50% de sa puissance. Puis, plus on descend vers la droite, plus on va vers la droite, plus on a une atténuation qui grandit pour les hautes fréquences. On définit aussi la fréquence d'arrêt. À partir de ce moment-là, ce qu'on dit, c'est que les fréquences qui sont plus grandes que la fréquence d'arrêt sont tellement été diminuées qu'on peut considérer qu'elles sont absentes du signal. Okay? Entre les deux, c'est une bande de transition. Donc, on va les voir dans notre signal, mais de moins en moins. Lorsqu'on atteint la fréquence d'arrêt, on est rendu dans la bande d'arrêt, la bande rejetée, le stop band. Et puis, les autres fréquences, on ne les verra plus. Donc, il y a un peu 3 sections là, à notre graphique. Tu as la bande passante à gauche, ça c'est ce qui nous intéresse. Tu as la bande de transition, c'est les fréquences qui commencent à diminuer. Puis tu as la bande qui est rejetée à droite, c'est les oscillations qui ne seront plus présentes dans notre signal tellement elles ont été diminuées. On peut aussi parler de l'atténuation entre les deux fréquences, entre la fréquence de coupure et la fréquence d'arrêt. Là, en ce moment, si on regarde, là, on projette la ligne sur l'axe des Y ici, on va voir que c'est environ 40 dB. On se rappelle qu'à chaque moins 3 dB, on descend de moitié de puissance, donc rendu à 40, l'atténuation, elle est très grande. Il ne reste plus grand-chose. Donc, on va parler d'atténuation, de bande d'atténuation comme ça ici. Ici, comme je vous disais, c'est un filtre, ça nous décrit un filtre passe-bas. Donc, les fréquences à gauche ne sont pas atténuées, puis les hautes fréquences à droite sont atténuées. Il y en a plusieurs autres types de filtres. Celui qu'on va beaucoup utiliser en sommeil, c'est un passe-band. Donc, un passe-band, au lieu de définir une seule fréquence de coupure, on va en définir 2. La première qui délimite le début de la bande passante à moins 3 dB, et puis la deuxième qui délimite la fin de la bande passante à moins 3 dB aussi. Donc, on va avoir 2 fréquences de coupure. Donc, lorsque on conçoit notre filtre, c'est qu'on va en premier définir cette réponse fréquentielle ici. Et puis, une fois qu'on a fait ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire la transformée de Fourier inverse.
pour obtenir la liste des coefficients. Puis là, on se rappelle du schéma initial, la transformée inverse, ce que ça fait, c'est que ça prend toutes les oscillations, puis ça les additionne ensemble, ça nous redonne un signal temporel. Bien, la liste de coefficients, c'est un peu comme un signal temporel aussi. OK? C'est la même chose. Puis ce que vous voyez à droite, c'est chacun des coefficients qui va être utilisé dans notre fenêtre glissante. Donc, tantôt, lorsqu'on faisait la moyenne mobile, chacun de ces coefficients-là, c'était toujours le même. Donc, on aurait vu ici une ligne droite à 1 sur 7, par exemple, parce qu'on aurait fait la moyenne mobile sur 7 jours. Dans le cas du filtre qu'on regarde présentement, qui est un filtre passband, les coefficients sont vraiment différents. Là. On voit qu'il y a une oscillation, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Et puis, c'est ces coefficients-là qu'on va utiliser pour faire notre somme pondérée. Donc là, si je retrouve le texte initial, on a un peu plus d'indices sur ce qui se passe. On parle d'une bandpass, donc c'est un filtre qui file dans une bande passante, donc qui a 2 fréquences de coupure. On dit qu'on va entre le 11 et le 15 Hz, fait que là, on peut s'imaginer que on dit qu'on va entre le 11 et 15 Hz. Je n'irai pas dans le linéaire tout de suite, mais on dit que les fréquences de coupure à moins 3 dB sont entre 11,1 et puis 14,9. Donc, OK, on ne les voit pas ici, je n'ai pas fait les lignes, mais ça va être environ, il va y avoir une fréquence de coupure qui va être ici à moins 3 dB, et puis l'autre qui va être ici à l'autre moins 3 dB. OK? Donc, ça va comme ça. Comme je dis, il y a plusieurs types de filtres qu'on peut faire. Ce que vous avez ici en haut à gauche, c'est un filtre passe-bas. Donc, on voit que toutes les fréquences qui sont basses ne sont pas atténuées. Et puis, lorsqu'on va dans les hautes fréquences, ça drop complètement. Ils perdent de leur puissance. Puis, il y a des petits ripples en bas ici. Là, vous pouvez ignorer ça, ce n'est pas vraiment important pour l'instant. Mais c'est un filtre passe-bas. On a aussi les filtres passe-haut. Et puis, donc, le fil passe haut, ça atténue toutes les basses fréquences et puis ça laisse passer les hautes fréquences. On a le fil passe-bande que j'ai expliqué il y a un instant. Puis, on a le fil coupe-bande aussi qui est très utilisé pour enlever les artefacts du 60 Hz qu'on trouve souvent dans les signaux. Artefacts du 60 Hz, le 60 Hz, ça provient de notre réseau de distribution d'électricité. Puis, des fois, ce signal-là se retrouve dans le signal EEG, puis on veut l'enlever. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va garder toutes les basses, toutes les hautes, puis on va enlever juste autour du 60 Hz. Mettons entre 55 et 65 degrés. Fait comme ça nous permet de filtrer ce signal-là. En sommeil, on utilise plusieurs bandes de fréquences intéressantes. Jean-Marc en a parlé tantôt. On a le delta 0.14, etc., etc. Je vais vous faire une petite démonstration de à quoi ça ressemble une fois que ce signal-là est filtré. Fait que je vais arrêter ça. Ça ne sera pas long. On va partir ça. OK, donc on a un signal EEG ici en haut. C'est environ un 4 secondes, 4-5 secondes de signal. On voit ici une onde lente avec un fuseau par-dessus. Puis maintenant, on va le filtrer dans chacune des bandes. Donc, je vais appliquer un paquet de fils dessus. Chacune des lignes correspond à un filtre différent. Et puis, donc, la ligne jaune ici, c'est pour la bande de fréquence delta entre 0.1 et 4. Donc, on voit que ça va chercher vraiment les basses fréquences de notre signal. Si on veut voir le fuseau, on peut regarder le sigma ici, qui est lui ici. Donc, on voit le fuseau qui vient d'apparaître, qui est cette petite oscillation-là, puis qui disparaît après. Cette oscillation-là, c'est celle qu'on retrouve en haut ici sur notre signal initial. Là. Donc, c'est les bandes de fréquences qui nous intéressent souvent en sommeil. Donc, on peut appliquer chacun des filtres pour les isoler et puis après ça, pouvoir faire des analyses là-dessus. Parfait. Maintenant, parlons un peu de l'ordre du filtre, de la taille de la fenêtre. C'est quoi l'impact que ça a, la taille de la fenêtre? Puis avant de vous expliquer cette slide-là, je vais vous faire une autre petite démonstration. OK. Donc là, on a encore notre signal EEG en haut, puis je vais appliquer 3 fils différents. Ces 3 fils passe-bande qui sont dans la zone delta, dans la bande de fréquence delta, entre 0.1 et puis 4.5 Hz. Et puis, la seule différence, c'est la grosseur de la fenêtre qui change. Fait que je vais partir le premier. Donc, voilà, la fenêtre utilisée est vraiment tout petite. C'est un ordre 5, donc c'est une taille de 5. Il y a seulement 5 coefficients qui ont été utilisés pour ce filtre-là. Donc, on va le continuer jusqu'à la fin comme ça. On voit que ça ne fait pas grand-chose. Hein? Il y a des petites subtilités. On voit un peu moins de haute fréquence, là, mais grosso modo, ça n'a pas réussi à filtrer grand-chose. On va augmenter la taille de la fenêtre à 25. Donc là, c'est celle-là. Puis je vais partir à 45 en même temps parce que ça prend un petit peu de temps.
là, maintenant, ce qu'on peut commencer à voir, c'est que plus la taille de notre fenêtre, plus notre ordre est élevé, plus le filtre est capable de bien isoler les fréquences qui nous intéressent. On voit avec un ordre qui est bas qu'on voit beaucoup de hautes fréquences dedans. Et plus l'ordre augmente, plus les hautes fréquences sont atténuées. Et puis le dernier, ici, avec un ordre de 45, il ne reste vraiment pas beaucoup de hautes fréquences. Ce qu'on voit beaucoup plus, c'est les basses fréquences de notre signal. Donc ça, c'est l'ordre du filtre qui permet de faire ça. C'est là que ça a c'est ça que ça fait c'est un des impacts que ça fait sur le signal. Lorsque je regarde ça ici maintenant, peut-être ça va être un petit peu plus clair, ces deux graphiques-là, à quoi ils représentent. C'est un filtre, ces deux fils passe-bas qui sont à 4 Hz, donc la fréquence de coupure est à 4 Hz, sauf que le premier, il y a un ordre seulement de 16, et puis le deuxième, il y a un ordre de 128. Et puis la grosse différence qu'on peut voir, c'est la zone de transition ici qui est très large au niveau du premier, tandis qu'au niveau du deuxième, elle est vraiment plus courte. Donc, ce que ça veut dire, c'est que le filtre qui est d'ordre 16 a beaucoup plus de difficulté à bien isoler les fréquences qui nous intéressent, les fréquences les fréquences basses qui nous intéressent, tandis que celui avec un ordre élevé a beaucoup plus de facilité. La coupure est beaucoup plus drastique. Donc, ça, c'est un des effets de l'ordre du filtre. Donc, c'est quoi la fréquence qu'on doit utiliser? Puis ça va dépendre vraiment de ce que vous faites. Une règle du pouce qu'on peut utiliser, qu'on utilise en sommeil, c'est 4 fois la fréquence d'échantillonnage. Donc, si on a une fréquence d'échantillonnage de 256 Hz, on irait prendre 1024, un ordre de 1024, ça correspond à une fenêtre de 4 secondes. 4 secondes, ça permet d'avoir une résolution fréquentielle de 0,25 Hz. Je n'irai pas dans le détail, mais c'est une règle de pouce qu'on va utiliser fréquemment en sommeil. Mais si vous ne voyez pas ça, ce n'est pas dramatique non plus. Il n'y a pas de problème. Il y a beaucoup de flexibilité à ce niveau-là. OK. L'autre impact de l'ordre, par contre, c'est d'induire un délai au niveau du signal. Fait que là, je vais vous faire une petite démonstration de tout ça. Ouais, OK. Donc, je vais commencer à filtrer mon signal avec un ordre de 512. Fait un ordre qui est quand même assez élevé. Puis, ce qu'on voit de façon très flagrante, c'est que notre onde lente qui était ici initialement, elle est rendue à droite ici. Donc, il y a un gros délai qui a été induit à cause de notre filtre. Précisément, dans le cas d'un filtre fini, ce délai-là correspond à la moitié de la fenêtre, OK? Mais ce n'est pas super important de s'en rappeler. Mais ce qui est important de se rappeler, par contre, c'est que lorsqu'on applique un filtre sur un signal, il y a toujours un délai qui est induit. Puis, ça peut être problématique ou non, dépendamment de ce qu'on fait. Mais si on veut connaître le timing d'un onde lente, puis que là, on passe un fil dessus, puis qu'il y a un délai qui est induit, notre timing vient de se déplacer, puis nos analyses vont toutes être mélangées à cause de ça. Donc, l'astuce qu'on va faire pour régler le problème, c'est qu'on va filtrer le signal une deuxième fois, mais dans l'autre sens. Donc, je vais partir mon deuxième filtre comme ça. Oups, ça l'a sauté. Donc là, vous voyez, il part de la droite. La fenêtre qu'on va prendre, c'est la même fenêtre de 256. Au lieu de filtrer le signal bleu, qui était le signal d'origine, ce qu'on va faire, c'est qu'on va filtrer le signal jaune, qui est celui qu'on vient de filtrer. OK? Donc, on va filtrer une deuxième fois. Je vais le faire continuer comme ça. Puis là, rapidement, ce qu'on voit, c'est que le signal orange, maintenant, lui, il suit bien la courbe du signal original. Parce que finalement, il applique le même délai, mais il l'applique dans l'autre sens. Donc, il vient de recadrer notre signal original à la bonne place. Puis là, on va le voir, il va se rendre. On voit un peu mal sur le zoom, je réalise, là, la ligne est assez mince. L'année prochaine, ça va être corrigé. C'est correct? Bon, parfait. Donc maintenant, on voit le signal orange ici qui est parfaitement cadré avec notre signal original. Il n'y a plus de problème. C'est merveilleux. Il y a par contre un impact à ça. Vu qu'on a passé le filtre 2 fois sur le signal, ça a comme effet de doubler l'effet du filtre, donc effectivement de doubler l'ordre du filtre. On a appliqué 2 fois. Ce n'est plus un filtre d'ordre 512 qu'on vient de faire, c'est un filtre d'ordre 1024 à la place. Donc, ça double l'ordre du filtre qu'on a utilisé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'arrêter à tout moment. David, Oui. je me dis peut-être qu'on pourrait faire un exemple concret, peut-être pour ceux qui n'ont jamais utilisé de filtre.
ou qui ne Oui, savent pas pourquoi on utilise des filtres. Peut-être qu'on peut, je ne sais pas quel serait le meilleur exemple. Peut-être que c'est pour soit détecter du sigma, ou là, c'est des OK. filtres passe bas, là, fait que Ouais. peut-être que c'est pour des ondes lentes, peut-être que tu as des exemples, mais peut-être qu'on peut reprendre un petit peu le raisonnement, tu sais, je suis une chercheuse, puis je dis à un étudiant, je veux que tu ailles voir telle activité, par exemple, delta dans ton signal. Je veux juste que tu gardes l'activité delta dans ton signal. Fait que Ouais. là, on fait quoi? Ben, OK. Donc, ce qu'on va faire, attends, je vais aller sur mes slides ici. OK. Première chose, c'est que je vais définir je vais trouver c'est quoi la réponse fréquentielle qu'on appelle de notre filtre. Donc là, je vais déterminer c'est quoi les bandes, la fréquence de coupure de notre bande. Là, la bande spectrale qui nous intéresse, c'est delta. Donc, on va prendre entre 0,1 et 4 Hz. Donc, ici, on va avoir un 0,1 puis un 4 Hz ici. Une fois que ça va être déterminé, je vais utiliser la transformée de Fourier inverse qui est ici, cette flèche-là, pour obtenir une liste de coefficients. Donc, cette liste de coefficients-là, c'est celle-là qu'on va utiliser pour faire la somme pondérée de la fenêtre glissante. Lorsque j'ai cette liste de coefficients-là, je vais l'appliquer à mon filtre qui est ici. Donc, la fenêtre qu'on voit ici, c'est la fenêtre des données qu'on prend et puis qu'on fait notre somme pondérée avec les coefficients qu'on vient de trouver. Donc, je vais le faire jusqu'à la fin. Donc, maintenant, on a un signal qui cible vraiment le delta 0,1, 4,5 Hz. Donc, on va pouvoir faire notre analyse là-dessus. Un exemple très concret de ça, par exemple, si on veut quantifier le nombre d'ondes lentes qu'on a chez un patient en stade de sommeil N2 ou N3, par exemple. Donc, pour identifier un onde lente, ce qu'on va faire, c'est, puis là, on ne voit pas le zéro, là, mais le zéro est dans le milieu ici. Il y a plusieurs critères pour notre onde lente. On a un critère d'amplitude négatif qui doit descendre en bas de moins 40 microvolts. Donc, ce qu'on va faire une fois que le signal est filtré, c'est qu'on va regarder ce pic-là par en bas. Est-ce qu'il se rend au moins jusqu'à 40 microvolts? Donc, c'est notre premier critère. Deuxième critère, on va regarder ce pic-là par en bas. C'est quoi sa durée? Donc, il y a un critère de durée par rapport à ça. Un troisième critère, c'est un critère amplitude, pic à pic. Donc, d'en bas jusqu'en haut, il faut que ça atteigne au moins 75 microvolts. Et puis, le dernier critère, c'est sur toute la partie supérieure ici, il y a un critère de durée là-dessus aussi. Donc, il y a quatre critères pour détecter les ondes lentes. Et puis, une fois qu'on a réussi à trouver un morceau de notre onde qui correspond, qui remplit les quatre critères, ben, on identifie cette partie du signal-là comme étant une onde lente. Puis après ça, on regarde le signal au complet filtré tout le long pour voir si on trouve d'autres morceaux qui rencontrent ces critères-là. Là, on pourrait regarder ce morceau-là, par exemple, ici. On va regarder, bon, ben, est-ce que le pic par en bas, est-ce qu'il atteint moins 40 microvolts? Peut-être que oui. Par contre, la valeur de pic à pic, est-ce qu'on a une différence de 75 volts? Ah non, pas tout à fait. Donc, ce n'est pas une onde lente. On ne l'identifie pas comme étant une onde lente. Puis les paramètres qu'on utilise pour faire le filtrage, est-ce que dans les logiciels, il y a souvent, j'imagine, des paramètres par défaut. Est-ce qu'ils sont bons? Non, non, il ne faut pas. Non. Attends. En général, non, parce que les logiciels qu'on va utiliser, c'est des logiciels qui sont généralistes. Donc, ils ne sont pas spécialisés dans un domaine en particulier. Mais par contre, le logiciel qu'on est en train de développer présentement, lui, il est fait pour le sommeil. Puis lui, lorsque vous allez l'utiliser, on va vous donner un paquet de filtres qui sont prédéterminés, prédéfinis pour cibler les bandes de fréquences qui nous intéressent d'habitude. Donc, dans notre cas, oui, dans le futur, mais en général, non. Il faut vraiment paramétrer notre filtre correctement pour pour le configurer, pour trouver les coefficients qui correspondent à ce qu'on veut faire. Peut-être que les étudiants sont habitués avec les outils de guettant. Les outils de guettant, généralement, les paramètres par défaut sont relativement bons, surtout qu'on voit le spectre fréquentiel en même temps. C'est vrai, tu as tout à fait raison. Tu as tout à fait raison. Dans les outils de guettant, si vous les utilisez, les filtres sont déjà mis en place, puis les valeurs par défaut sont. Donc, je m'excuse. Donc, oui, pour les outils de guettant, non, si vous utilisez des outils généralistes, puis oui, dans le futur avec les outils qu'on est en train de développer. Donc, j'en étais. On a corrigé notre délai. Oui, OK, on a corrigé notre délai.
Maintenant, depuis tantôt, ce que je vous ai montré, c'est un filtre qu'on appelle à réponse impulsionnelle finie. Il y a aussi les filtres à réponse impulsionnelle infinie. Donc, la moyenne mobile, c'est un filtre fini. Puis, il y en a d'autres types qui sont infinis. Puis, je vais vous montrer pourquoi on appelle ça fini et infini. Pardon. Le petit acronyme là, pour les filtres finis, ça va être des RIF, réponse impulsionnelle finie, RIF, ou bien en anglais, ça va être des FIR, Finite Response, Finite Impulse Response, excusez-moi. Tandis que les filtres à réponse impulsionnelle infinie, on va appeler ça en français des RI ou bien des IR en anglais. Donc, comment ça fonctionne, les filtres à réponse impulsionnelle infinie? La subtilité, c'est qu'on ne va pas juste utiliser une fenêtre, faire la pondération, la somme pondérée sur une fenêtre. On va utiliser une deuxième fenêtre. Puis cette deuxième fenêtre-là n'est pas sur le signal initial. Elle est plutôt sur le signal qu'on est en train de filtrer. Donc, c'est une espèce de boucle d'auto-alimentation, d'auto-feedback que le filtre va faire. Une autre façon de voir ça, c'est que le filtre, il va garder une mémoire de ce qu'il est en train de faire, puis il va garder cette mémoire-là tout au long de son filtrage. Je vais faire une petite démonstration pour vous montrer la différence, puis ça devrait devenir un peu plus clair comme ça. On est rendu ici. OK. Donc, en haut, vous avez un signal. C'est vraiment un petit échantillon de signal. C'est même pas une seconde. Chacun des points correspond à un échantillon. Je n'ai pas fait de ligne vraiment pour pouvoir bien séparer les points. En bleu, vous avez la fenêtre, la fenêtre qu'on va utiliser pour faire notre somme pondérée. Puis c'est la même fenêtre qu'on avait pour le fil de tantôt pour la moyenne mobile. Et en bas, je vais le faire avancer un petit peu comme ça. En bas, vous avez notre deuxième fenêtre. OK. Donc là, comment ça fonctionne lorsqu'on fait ce type de filtre-là? C'est que lorsqu'on calcule la valeur du gros point vert ici, la valeur courante, on va faire en premier lieu une somme pondérée des valeurs d'en haut ici, de notre fenêtre en haut ici, avec une série de coefficients. Là, en ce moment, c'est un ordre 3, c'est très, très, très bas. Donc, c'est pour ça qu'il y a juste la fenêtre, elle couvre juste 3 échantillons. Donc, faire une somme pondérée avec nos coefficients en haut. Mais on va aussi faire une somme pondérée avec les coefficients qu'on vient juste de générer en bas. OK? On va faire les deux. Puis c'est le résultat de ces deux sommes pondérées-là qui nous donne le résultat courant. Puis là, on va le faire avancer, avancer, avancer un petit peu encore, comme ça. Puis là, c'est là qu'on voit la différence, c'est ceux qui sont finis puis ceux qui sont infinis. Puis pourquoi on les appelle comme ça? Dans mon signal présentement ici, tout tombe à zéro. C'est des valeurs qui sont toutes à zéro. Si j'étais en train de faire une moyenne mobile ou un filtre fini quelconque, à partir du moment que cette fenêtre-là se trouve parmi les valeurs qui sont toutes à zéro, la réponse va être zéro. Parce qu'on fait une somme pondérée sur des valeurs qui sont à zéro. Peu importe c'est quoi les coefficients, la réponse va être zéro. C'est fini. C'est fini là. Tandis que pour l'autre filtre qu'on vient d'utiliser, puisqu'il y a une deuxième fenêtre, une fenêtre une fenêtre de feedback qui est dedans, si je continue, même si en haut, cette fenêtre-là ne contribue plus à la réponse, en bas, ça continue à contribuer. Parce que dans le fond, je m'auto-alimente avec mes propres réponses. Donc, je continue comme ça, puis je continue comme ça, puis ça va continuer, puis ça continue tout le temps, jusqu'à l'infini. Ça ne va jamais arrêter parce qu'on s'auto-alimente. Ça réduit, ça s'en va vers zéro, mais il va toujours avoir une valeur. Il va toujours avoir une valeur. Ça ne va jamais atteindre zéro. Ça va se stabiliser. Ça devrait se stabiliser. Si c'est bien fait, ça va se stabiliser. Mais ça va continuer à l'infini. Donc, d'un point de vue mécanique, c'est la différence entre les filtres à réponse impulsionnelle finie et les filtres à réponse impulsionnelle infinie. Maintenant, la question, c'est un peu pourquoi qu'on voudrait faire ça. Et puis, il y a plusieurs raisons. Puis, attends, je vais juste tricher un peu comme ça. OK. Une des réponses, c'est qu'on est capable d'avoir une réponse similaire. Une des réponses, c'est qu'on est capable d'avoir une réponse similaire avec les deux filtres, mais pour le filtre infini, l'ordre qu'on a besoin d'utiliser est beaucoup plus petit. Pour être capable de segmenter nos fréquences de la même façon que le filtre fini, on a besoin d'un filtre avec un ordre qui est vraiment beaucoup plus petit. Donc, si on a des enjeux de performance, ça peut être intéressant d'utiliser un filtre à réponse impulsionnelle infinie. L'autre
avantage, c'est que puisque l'ordre est beaucoup plus petit, le délai qui est induit est aussi plus petit avec ça. Donc, si on a un problème au niveau des délais, si on fait du temps réel, par exemple, ça peut être intéressant de regarder ça. Il y a un désavantage, par contre, au fil infini, c'est là qu'on va parler de linéarité de phase. Puis, je ne vais pas aller trop dans le détail, mais je vais essayer de vous montrer un peu à quoi ça ressemble. Fait que c'est un peu chargé comme image. En bleu, vous avez le signal original du EEG qui monte puis qui descend. Et puis après ça, chacune des lignes de couleur correspond à un filtre fini qu'on a fait, mais d'ordre différent. Fait qu'on voit que la différence, là, ordre 100, c'est le jaune ici. Après ça, ordre 300, c'est le vert, jusqu'au mauve. Puis on voit que les amplitudes sont pas mal les mêmes. Peu importe c'est quoi l'ordre, les amplitudes restent les mêmes. Si on regarde le haut ici, la forme en haut ici de notre onde est la même. Tu sais, une petite bosse, puis après ça, l'autre bosse juste derrière, puis c'est toujours la même chose. Puis ça, c'est parce que les filtres finis, on dit qu'ils sont linéaires au niveau de leur phase. Donc, ils ont un délai de phase linéaire. Je ne vais pas aller trop dans le détail, mais c'est ça que ça fait. Donc, c'est comme ça. Par contre, ceux qui sont infinis, si je regarde un filtre infini, ça va être différent. Donc là, j'utilise un filtre. Le premier, c'est d'ordre 2, après ça, d'ordre 22, 42. Et puis, on voit que l'amplitude maintenant est modifiée. 1 en bas, on voit que ça monte comme ça. Mais aussi, si tu regardes le haut, maintenant qu'on regarde le vert et puis le rouge ici, on voit que ce n'est pas la même onde. Celle-là, la différence entre ces deux bosses-là est vraiment pas la même qu'entre ces deux-là. Puis c'est à cause de la distorsion qui est créée à cause de ce filtre-là. Puis là, c'est-tu un problème? C'est-tu pas un problème? Ça dépend un peu de ce que vous faites, mais ce problème-là, on peut le régler facilement avec la même méthode que tantôt, qui était de filtrer dans l'autre sens une deuxième fois. Parce que maintenant, si je filtre dans l'autre sens mon signal, là, ce que vous voyez en ce moment, c'est le filtre infini qui avait créé une distorsion, mais quand je le filtre dans l'autre sens, la distorsion est complètement inversée, puis ça vient maintenant recadrer notre signal parfaitement à la bonne place. Fait que ce n'est pas un gros problème. Les filtres infinis, il y a plusieurs familles que vous allez voir. Il y a du Chebyshev, du Butterworth, Bessel, elliptique. Règle générale, vous allez voir le Butterworth. Ce que ça change, c'est vraiment des détails au niveau de la réponse fréquentielle. Le Butterworth, ce que vous voyez ici, ce schéma-là, c'est un filtre passe-bas, fait que c'est les amplitudes passe-bande qui sont ici. Donc, au niveau du Butterworth, on voit que c'est bien droit, la ligne verte, puis après ça, ça coupe de façon assez à pic. Donc, c'est un filtre qui fonctionne très bien. Chebyshev puis elliptique, un des problèmes qu'ils ont avec eux autres, c'est que dans la bande passante qui nous intéresse, les amplitudes vont monter puis vont descendre. Il y a une distorsion à ce niveau-là, fait que c'est un peu moins intéressant. Leur avantage, par contre, c'est que la pente diminue beaucoup plus rapidement. Donc, ils sont meilleurs pour bien segmenter la bande passante qui nous intéresse. Mais grosso modo, ce que vous allez voir, c'est du Butterworth qui va être utilisé, peut-être du Bessel aussi un peu. Et puis, donc c'est ça. Là, j'ai plus de temps, fait que on va y aller vraiment, on va finaliser avec le test final, puis on va voir si ça a bien fonctionné, ce que j'ai fait ou pas. Donc là, ça, c'est le texte du début qu'on a vu. Fait que maintenant, est-ce qu'on est capable de mieux le comprendre? Fait qu'on voyons voir. Donc là, ça nous parle que les data ils ont été filtrés dans une bande passante entre 11 et 15 Hz. Je vais sauter ici tout de suite. On a utilisé des fréquences de coupure à moins 3 dB, donc les fréquences de coupure à moins 3 dB qui étaient entre 11.1 et puis 14.9. Ensuite, on parle d'une linear phase finite impulse response. Bon, mais c'est que lorsqu'on utilise un filtre fini, le délai qui est induit n'induit pas de distorsion dans le signal, donc c'est un délai de phase qui est linéaire. On a utilisé la méthode de forward puis de reverse filtering. Fait qu'on a passé le filtre de gauche à droite puis de droite à gauche dans le but d'enlever les distorsions, le result phase distortion ici, dans le but d'obtenir aucune distorsion au niveau de notre signal. Et puis, ça a eu comme effet de doubler l'ordre du filtre qui est ici. Donc, ça, c'est le genre de description que vous allez retrouver dans beaucoup de vos articles. Et puis, ça met la fin à mes présentations à 12:01. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Donc, avec presque pas de distorsion de phase. Et voilà. 1 minute de distorsion de phase, c'est rien sur une période de 2 heures. Quand même pas pire.
Super présentation, David. Ceux qui le souhaitent, on peut rester pour répondre aux questions par rapport aux filtres. Ceux qui ont déjà fait des analyses spectrales, vous avez certainement déjà utilisé des filtres. Peut-être que vous ne saviez pas exactement ce que vous étiez en train de faire. Hein. Peut-être que vous le savez un peu plus maintenant. Donc, si vous avez des questions, on va les prendre. Sinon, on va se revoir la semaine prochaine avec les présentations de Karine qui va nous montrer des exemples concrets de ce qui se passe sur le G. Elle va même faire des petits tests de qui est capable de détecter les fuseaux correctement. Donc, il y a une question de Guillermo. Bonjour David. Dans le cas de ici, quelle est la raison exacte pour laquelle vous avez pris des filtres finis si les distorsions causées par le filtre infini peuvent être renversées? C'est quoi les avantages? Excellente question, puis c'est une bonne question parce que il n'y en a pas vraiment. Dans plusieurs cas, utiliser un filtre fini ou infini, ça va donner exactement les mêmes réponses. L'avantage d'un infini, c'est beaucoup lorsqu'on a un des problèmes de performance qu'on va vouloir les utiliser. Mais à partir du moment que tu fais ton filtre des deux côtés, les problèmes de distorsion, ils s'en vont. L'autre enjeu que tu peux avoir, c'est si ton signal, au lieu de prendre le signal sur toute une nuit ou sur une longue période, tu as vraiment des petits morceaux de signaux, mettons des 3 secondes. Là, dans ce cas-là, tu ne peux pas utiliser un filtre qui a une très grosse fenêtre, donc un ordre très élevé. Donc, ce que tu vas vouloir faire pour réussir à le filtrer, c'est un filtre infini parce que lui, il réussit à avoir la même réponse avec un ordre qui est beaucoup plus court. Donc, ça serait à ce moment-là qu'il y aurait un avantage. Mais si on fait un filtrage sur toute la nuit, sur une longue période de temps, on va réussir à obtenir exactement les mêmes réponses entre un filtre fini et un filtre infini, tant qu'il est bien configuré de la même façon. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Tout est clair ou tout va le devenir quand vous allez revoir les présentations une deuxième fois. Excellent. Donc, on vous libère, puis on se revoit la semaine prochaine. Oui. Merci. Merci, David. Merci tout le monde. À bientôt.